Chapitre 22. Différence dans le taux des salaires nationaux. En comparant le taux du salaire chez différentes nations, il faut tout d'abord tenir compte des circonstances dont dépend, chez chacune d'elles, la valeur, soit absolue, soit relative, note 49, de la force de travail, telle que l'étendue des besoins ordinaires, le prix des subsistances, la grandeur moyenne des familles ouvrières, les frais d'éducation du travailleur, le rôle que joue le travail des femmes et des enfants, enfin la productivité, la durée et l'intensité du travail. Dans les mêmes branches d'industrie, la durée quotidienne du travail varie d'un pays à l'autre, mais en divisant le salaire à la journée par le nombre d'heures de la journée, on trouve le prix payé en chaque pays pour un certain quantum de travail, l'heure. Ces deux facteurs, le prix et la durée du travail, étant ainsi donnés, on est à même de comparer les taux nationaux du salaire au temps. Puis, il faut convertir le salaire au temps en salaire aux pièces, puisque lui seul indique les différents degrés d'intensité et de productivité du travail. En chaque pays, il y a une certaine intensité moyenne, ordinaire, à défaut de laquelle le travail consomme dans la production d'une marchandise plus que le temps socialement nécessaire, et par conséquent, ne compte pas comme travail de qualité normale. Ce n'est qu'un degré d'intensité supérieur à la moyenne nationale qui, dans un pays donné, modifie la mesure de la valeur par la seule durée du travail. Mais il n'en est pas ainsi sur le marché universel dont chaque pays ne forme qu'une partie intégrante. L'intensité moyenne ou ordinaire du travail national n'est pas la même en différents pays. Là elle est plus grande, ici plus petite. Ces moyennes nationales forment donc une échelle dont l'intensité ordinaire du travail universel est l'unité de mesure. Comparé au travail national moins intense, le travail national plus intense produit donc dans le même temps plus de valeur qui s'exprime en plus d'argent. Dans son application internationale, la loi de la valeur est encore plus profondément modifiée, parce que sur le marché universel, le travail national plus productif compte aussi comme travail plus intense, toutes les fois que la nation plus productive n'est pas forcée par la concurrence à rabaisser le prix de vente de ses marchandises au niveau de leur valeur. Suivant que la production capitaliste est plus développée dans un pays, l'intensité moyenne et la productivité du travail, entre parenthèses nationale, y dépassent d'autant le niveau international, note 50. Les différentes quantités de marchandises de la même espèce, qu'on produit en différents pays dans le même temps de travail, possèdent donc des valeurs internationales différentes, qui s'expriment en prix différents, c'est-à-dire en somme d'argent dont la grandeur varie avec celle de la valeur internationale. La valeur relative de l'argent sera, par conséquent, plus petite chez la nation où la production capitaliste est plus développée que là où elle l'est moins. Il s'ensuit que le salaire nominal, l'équivalent du travail exprimé en argent, sera aussi en moyenne plus élevé chez la première nation que chez la seconde, ce qui n'implique pas du tout qu'il en soit de même du salaire réel, c'est-à-dire de la somme de subsistance mise à la disposition du travailleur. Mais à part cette inégalité de la valeur relative de l'argent en différents pays, on trouvera fréquemment que le salaire journalier, hebdomadaire, etc., est plus élevé chez la nation A que chez la nation B, tandis que le prix proportionnel du travail, c'est-à-dire son prix comparé soit à la plus-value, soit à la valeur du produit, est plus élevé chez la nation B que chez la nation A. Un économiste contemporain d'Adam Smith, James Anderson, dit déjà, ouvrez les guillemets, il faut remarquer que, bien que le prix apparent du travail soit généralement moins élevé dans les pays pauvres, où les produits du sol et surtout les grains sont à bon marché, il y est cependant en réalité supérieur à celui d'autres pays. Ce n'est pas en effet le salaire donné aux travailleurs qui constitue le prix réel du travail, bien qu'il en soit le prix apparent. Le prix réel, c'est ce que coûte au capitaliste une certaine quantité de travail accompli. Considéré à ce point de vue, le travail est, dans presque tous les cas, meilleur marché dans les pays riches que dans les pays pauvres, bien que les prix des grains et autres denrées alimentaires soient ordinairement beaucoup moins élevés dans celui-ci que dans ceux-là. Le travail estimé à la journée est beaucoup moins cher en Écosse qu'en Angleterre. Le travail à la pièce est généralement meilleur marché dans ce dernier pays. Note 51, fermez les guillemets. J.W. Cowell, membre de la commission d'enquête sur les fabriques, 1833, arriva, par une analyse soigneuse de la filature, à ce résultat. Ouvrez les guillemets. En Angleterre, les salaires sont virtuellement inférieurs pour le capitaliste, quoique pour l'ouvrier, ils soient peut-être plus élevés que sur le continent européen. Note 52, fermez les guillemets. Monsieur R. Redgrave, inspecteur de fabrique, démontre au moyen d'une statistique comparée que malgré des salaires plus bas et des journées de travail plus longues,
le travail continental est, par rapport à la valeur produite, plus cher que le travail anglais. Il cite entre autres les données à lui communiquées par un directeur anglais d'une filature de coton de Oldenburg, d'après lesquelles le temps de travail dure là 14h30 par jour, de 5h30 du matin jusqu'à 8h du soir. Mais les ouvriers, quand ils sont placés sous des contremaîtres anglais, n'y font pas tout à fait autant d'ouvrages que des ouvriers anglais travaillant 10 heures, et beaucoup moins encore quand leurs contremaîtres sont des Allemands. Leur salaire est beaucoup plus bas, souvent de 50% que le salaire anglais, mais le nombre d'ouvriers employés par machine est plus grand, pour quelques départements de la fabrique, dans la raison de 5 à 3. Note 53. Monsieur Redgrave donne le tableau suivant de l'intensité comparative du travail dans les filatures anglaises et continentales. Nombre moyen de broches par fabrique. Angleterre, 12 600. Suisse, 8 000. Autriche, 7 000. Saxe, 4 500. Belgique, 4 000. France, 1 500. Prusse, 1 500. Nombre moyen de broches par tête. Angleterre, 74. Suisse, 55. Petits États allemands, 55. Saxe, 50. Belgique, 50. Autriche, 49. Bavière, 46. Prusse, 37. Russie, 28. France, 14. Monsieur Redgrave remarque qu'il a recueilli ces chiffres quelques années avant 1866, date de son rapport, et que depuis ce temps-là, la filature anglaise a fait de grands progrès, mais il suppose qu'un progrès pareil a eu lieu dans les filatures continentales, de sorte que les chiffres maintiendraient toujours leur valeur relative. Mais ce qui, d'après lui, ne fait pas assez ressortir la supériorité du travail anglais, c'est qu'en Angleterre, un très grand nombre de fabriques combinent le tissage mécanique avec la filature, et que, dans le tableau précédent, aucune tête n'est déduite pour les métiers à tisser. Les fabriques continentales, au contraire, ne sont en général que des filatures. Note 54. On sait que dans l'Europe occidentale aussi bien qu'en Asie, des compagnies anglaises ont entrepris la construction de chemins de fer où elles emploient en général, à côté des ouvriers du pays, un certain nombre d'ouvriers anglais. Ainsi obligées par des nécessités pratiques à tenir compte des différences nationales dans l'intensité du travail, elles n'y ont pas failli, et il résulte de leurs expériences que, si l'élévation du salaire correspond plus ou moins à l'intensité moyenne du travail, le prix proportionnel du travail marche généralement en sens inverse. Dans son essai sur le taux du salaire, note 55, un de ses premiers écrits économiques, M. H. Carey cherche à démontrer que les différents salaires nationaux sont entre eux comme les degrés de productivité du travail national. La conclusion qu'il veut tirer de ce rapport international, c'est qu'en général, la rétribution du travailleur suit la même proportion que la productivité de son travail. Notre analyse de la production de la plus-value prouverait la fausseté de cette conclusion, lors même que M. Carey en eût prouvé les prémices, au lieu d'entasser, selon son habitude, sans rime ni raison, des matériaux statistiques qui n'ont pas passé au crible de la critique. Mais après tout, il fait l'aveu que la pratique est rebelle à sa théorie. Selon lui, les rapports économiques naturels ont été faussés par l'intervention de l'État, de sorte qu'il faut calculer les salaires nationaux comme si la partie qui en échoit à l'État restait dans les mains de l'ouvrier. N'aurait-il pas dû se demander si ces faux frais gouvernementaux ne sont pas eux-mêmes des fruits naturels du développement capitaliste? Après avoir proclamé les rapports de la production capitaliste, lois éternelles de la nature et de la raison, loi dont le jeu harmonique n'est troublé que par l'intervention de l'État, il s'est avisé après coup de découvrir quoi? Que l'influence diabolique de l'Angleterre sur le marché des deux mondes, qui, paraît-il, n'a rien à faire avec les lois naturelles de la concurrence, que cette influence enfin a fait une nécessité de placer ces harmonies préétablies, ces lois éternelles de la nature sous la sauvegarde de l'État, en d'autres termes, d'adopter le système protectionniste. Il a découvert encore que les théorèmes dans lesquels Ricardo formule des antagonismes sociaux qui existent ne sont point le produit idéal du mouvement économique réel, mais qu'au contraire ces antagonismes réels, inhérents à la production capitaliste, n'existent en Angleterre et ailleurs que grâce à la théorie de Ricardo. Il a découvert enfin que ce qui, en dernière instance, détruit les beautés et les harmonies innées de la production capitaliste, c'est le commerce. Un pas de plus et il va peut-être découvrir que le véritable inconvénient de la production capitaliste, c'est le capital lui-même.
Il n'y avait qu'un homme si merveilleusement dépourvu de tout sens critique et chargé d'une érudition de si faux aloi qui mérita de devenir, malgré ses hérésies protectionnistes, la source cachée de sagesse harmonique où ont puisé les Bastiat et autres preneurs de libre-échange.